La question qu'on me pose, c'est puisque la CEDEAO n'arrive pas à mettre des coups en place, que les pays africains sont en train de se débattre, mais qu'en même temps, contrairement à 1960-1970, aujourd'hui, l'opinion majoritaire dans les pays de la CEDEAO se porte sur ces questions monétaires-là. Dans l'UEMOA, la contestation est de plus en plus vive du franc CFA. Mais les crises éclatent au Mali, au Burkina, au Niger, qui sont dans l'UEMOA, et en Guinée, hors de l'UEMOA. Quelle alternative ces pays en crise serait pour ces pays en crise? Alors, si vous regardez cette carte, c'est toute cette zone qui se retrouve en crise là, et quelle serait l'alternative, puisque l'Afrique de l'Ouest, si on y met le Nigeria là, n'arrive pas à construire les côtes, que les francophones ne se sentent pas bien dans le CFA, et qu'est-ce qu'on fait? Dans nos pays, je ne sais pas pourquoi on a fait tout ça, mais idéologiquement, on nous a expliqué que l'intégration ne peut se faire que si les critères de convergence avaient été respectés. Or, la littérature, Capo de Boucault vient de revenir là-dessus, la littérature, c'est une interprétation peut-être mal faite, mais la littérature ne dit pas que ce sont des conditions préalables. La littérature dit que ce sont des mesures d'accompagnement. Il a pris le cas des pays sahéliens, une saison sèche, une saison pluvieuse, le cas des pays côtiers, 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses. Ce qu'on dit, si vous mettez ensemble pour faire une zone d'intégration, il faut accompagner, vu que vous n'avez pas les conditions initiales pareilles, que vous n'avez pas les conditions structurelles pareilles, quand vous allez avoir des politiques communes, il faudrait appuyer ces politiques communes avec des mesures d'accompagnement, sur le budget, sur le déficit, sur la dette, sur l'inflation, sur. Mais on a fait peur aux Africains pour dire, oulala, vous ne pouvez pas faire une bonne intégration tant que vous ne convergez pas. Or, si vous attendez de converger, à moins de trouver des méthodes pour faire changer, créer 2 saisons pluvieuses dans les pays sahéliens, ou une saison pluvieuse dans les pays côtiers, vous en avez pour très très longtemps. Et pendant ce temps-là, mais en même temps qu'on dit ça, dans le CFA, on est ensemble, et là, on dit qu'on fait les critères de conversion, très peu de pays respectent les critères, et très peu de critères sont respectés par les pays. Mais là, on ne discute pas, on est déjà intégré, c'est pas grave, on continue. Ça s'est dit, oh là là, respecter les critères d'abord. Idéologiquement, il y a un biais là, je voulais signaler cela avant de passer. Zampana en a parlé, mais on revient là-dessus. Et dans les termes de référence, il est dit, cette sanction prise au sein de la CEDEAO renforce non seulement les convictions que les institutions sous-régionales sont pilotées depuis la France, mais accroissent aussi la suspicion d'une immixtion prochaine de la France à la gestion de la nouvelle monnaie éco de la CEDEAO. J'insiste pas là-dessus, c'est ce que mon prédécesseur a dit, mais comme c'était dans les termes de référence, je me suis demandé, mais pourquoi la France et l'Union européenne, et tout le monde se sent obligé d'interférer dans nos affaires. Ce sont nos affaires, mais ils en parlent plus, ça les préoccupe plus, ils adhèrent mieux que nous, et ils sont en première ligne, ils ont des solutions qu'ils nous imposent d'ailleurs. Ça c'est pour votre bonheur, faites ça tout de suite, et puis quand on ne peut pas, ça devient des bagarres entre nous. Pourquoi? Mais parce que nos économies sont biberonnées à l'aide publique au développement. On ne peut rien faire sans aller chercher de l'aide. Et on ne cherche même pas l'investissement direct étranger, on ne cherche pas des marchés financiers, on cherche à avoir des gouvernements qui on leur dit aidez-nous. Ils signent des chèques, on fait la photo devant la télévision, les populations applaudissent et les hommes politiques qu'on adore le plus, c'est ceux qui
quand ils sont partis en avion en Europe, reviennent avec des papiers signés. On a obtenu tant de millions de dollars de tant de tel pays, et puis les gens disent qu'il est fort quand même. C'est de l'argent public, c'est de l'argent des impôts des autres, et donc vous prenez l'argent des États pour venir travailler chez vous, vous avez dealé avec les États. Et ces États-là finissent par devenir vos maîtres. Et quand vous regardez de 1960 à aujourd'hui, là, regardez comment nos pays, 15 milliards pour le Bénin, courant, hein, pas constant. Burkina, 26 milliards en dollars courants. Côte d'Ivoire, 30 milliards d'aide publique au développement. C'est-à-dire sur 60 ans, 61 ans, il n'y a pas un an où on n'est pas allé chercher. C'est-à-dire qu'on nous donne, et on demande toujours, comme si ce qui a été donné n'avait pas suffisamment été productif pour nous dispenser progressivement de cette aide-là. Plus on donne, plus on demande. Et les montants augmentent. Et ça oblige les gens à interférer dans nos affaires. Parce qu'on est des créanciers et c'est normal que nous remboursions. Ce n'est pas vrai que pour nous seulement, c'est vrai pour toute l'Afrique noire. Regardez là, ça c'est nous, l'aide publique au développement sur 60 ans. Sur les autres continents, c'est l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, c'est petit, et puis ceux-là, c'est les Européens, comment on est là. Ça fait que tout le monde se croit obligé vous êtes les indigents du quartier, c'est à vous on donne des couchers, c'est à vous on donne des jetons, et donc chacun se lève, on a pied sale, va se laver, prendre des jetons, tout le monde a dans vos affaires, vous perdez de la dignité, mais en même temps, ça ne nous dérange pas parce qu'on se dit, bon, tant qu'ils font ça, c'est eux qui sont riches, on va aller chercher l'argent chez eux là-bas pour venir. Et aller chercher l'argent chez eux, c'est aussi rentable, c'est des sommes colossales. Et regardez, aller chercher l'argent chez eux, qu'est-ce que ça rapporte? Ça, c'est le transfert que les migrants renvoient. Regardez les montants. Par rapport à l'investissement direct, par rapport à l'investissement de portefeuille, par rapport même à l'aide publique au développement. Puisqu'ils nous en donnent, c'est qu'ils en ont. Si ça ne marche pas toujours en 60 ans, on va marcher pour aller chez eux, trouver ça là-bas et puis renvoyer. La différence, c'est que l'aide publique au développement vient par le trésor public. Cette ligne-là des transferts des migrants, ça vient par Western Union. Ça ne passe pas par le gouvernement, ça ne passe pas par le trésor. Mon fiston m'envoie le transfert, je vais chercher l'argent, c'est dans ma poche directement. C'est devenu le principal outil de lutte contre la pauvreté pour les familles concernées. Donc, chacun dit à son enfant, il faut rester ici. On va pas faire comprendre, ils sont partis, ils ont construit les maisons, ils ont éduqué leurs enfants, ils ont assois-toi ici et boire du thé toute la journée. Donc, chacun se lève et puis on s'en va. Et eux là-bas, les Européens et autres se disent, mais les gars qui viennent là, c'est pour nous envahir. Ils vont venir, le grand remplacement, vous en avez, c'est pour venir nous envahir, ils métissent notre société, en plus quand ils viennent avec tout ce qu'ils disent, et ils construisent une sorte de ligne Maginot de la migration. La ligne Maginot, c'est une ligne qui a été imaginée par les Français ici, pour bloquer les Allemands, aussi bien par l'Italie, par la Suisse, par l'Allemagne même, le Luxembourg, la Belgique, pour que jamais les forces venues par ici, les Première Guerre mondiale, ne puissent passer. Quand les Allemands ils sont passés quand même. Il n'y a rien. Et chez nous, c'est pareil.
C'était en 92, dans ce pays, c'était l'ère de la démocratie, tout le monde va voter, et puis dans ce pays-là, le Front islamique et Salim gagne les élections. Comme il y a du pétrole en jeu, les gens se sont dit non, 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 on ne peut pas leur donner le pouvoir. Puis ils ont refusé les résultats des élections parce que l'issue n'était pas du tout en faveur de ceux que eux voyaient. Et les militaires ont été encouragés, et ces gars-là se sont dispersés dans la nature. Et c'est en ce moment-là aussi, si vous retournez en arrière, vous verrez le début des mouvements terroristes dans cette zone-là. Il n'y en avait pas avant. Mais quand on a voulu faire la démocratie sélective, les Américains eux, se disaient 25% du pétrole importé d'Afrique peut nous donner notre autonomie. Ils n'avaient pas encore trouvé le pétrole de schiste là, donc la fourniture pouvait venir de là-bas. On ne peut pas laisser ces gars-là contrôler. Et puis, quelques temps après, il y a eu jusqu'à Kadhafi, et puis toute la zone sahélo-sahélienne là est devenue une zone à risque, et eux-mêmes financent différents gouvernements pour créer une sorte de barrière, pour justement ne pas laisser ces gars, ces noirs qui viennent d'en bas pour monter là-bas. Si on crée une bande à défaut, les visas, c'est compliqué, on crée une bande de sécurité. Tant que Kadhafi était là, il recevait de l'argent pour bloquer les noirs qui montaient. Et bon, depuis que Kadhafi est parti, la Ligue a sauté. Alors, la voie est ouverte, les gens foncent, et une grande zone d'insécurité est créée dans la zone. Là, c'était le fils à l'époque, ensuite il y a eu Kadhafi, et puis c'est terminé. Et les pays qui sont à la frontière, là, sont devenus les pays fragiles, les pays victimes. Et puis, c'est fini la tranquillité pour nous. Mais quand ces pays-là réagissent, parce que vous avez légitimé les mauvais gouvernements, c'est vrai, ils trichent, c'est vrai, ils gèrent mal, c'est vrai, ils n'investissent pas correctement, on lui donne de l'aide, mais c'est pas grave, il n'a qu'à rester parce qu'il fait notre affaire. La démocratie a fini par être... C'était en 89, la chute du mur de Berlin. En Europe de l'Est, ils ont fini avec. Ils ont fait leur réforme judiciaire, leur réforme juridique, leur réforme sociale. Ils se sont tous intégrés et puis ils sont bien. Mais dans le même temps, 30 ans après, nous, on est encore en train de dire la démocratie, la même c'est quoi, la démocratie, on fait comment, les coups d'État reviennent. Et puis, quand ça revient, ils sanctionnent. Alors que dans leur texte, et ce n'est pas écrit comme ça, dans la BCAO, il n'y a pas de dispositions qui disent que s'il y a un coup d'État dans un pays membre, voilà, il faut suspendre, geler, il y en a pas. Mais bon, on prend quand même. Quand la BCAO, quand la UEMOA et la CEDEAO se réunissent, la CEDEAO prend les décisions et puis on dit au chef d'État de l'UEMOA pour appliquer. Et puis quand on dit appliquer, ils disent BCAO applique. Et puis la BCAO applique, on se retrouve avec des aberrations. Alors la question est posée, on fait comment pour les 4 pays en question? Alors moi je vais vous amener à faire un tour, vraiment de la prospective pour que nous réfléchissions ensemble, parce que tout va nous faire, le soleil se lève à l'est. Et peut-être que notre avenir se trouve quelque part à droite. Regardez ça. L'est là, c'est ici. L'ouest là, c'est là. Quand on dit le nord, c'est aussi là. Nous, on a été élevés en disant que vous là, vous êtes tous seuls. C'est eux vos maîtres, c'est eux vos partenaires, c'est eux vos alliés. On ne connaît que eux. Et les flux de commerce, les flux financiers, les flux de transactions, quand on réfléchit jusqu'à nous, c'est comme ça. Mais peut-être que quelque chose est en train de se passer ailleurs dans le monde
peut-être que quelque chose de bien, quelque chose de gigantesque est en train de couver. Peut-être qu'il serait bien qu'on regarde un peu mieux, peut-être qu'on trouvera inspiration. Regardez cela. Depuis le nord de la Russie, là-bas, les Chinois font leur route de la soie, donc ils créent des connexions dans ce sens. Ils créent des connexions entre la Russie qui passe par le Pakistan et jusqu'à l'Inde. Et ils créent des connexions qui viennent intégrer l'Iran. Ils finissent les palabres entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et puis, l'Inde même est ici. Et puis quand vous regardez juste à droite de l'Inde, vous avez la Corée du Sud qui n'est pas loin, vous avez la Malaisie, et puis l'Australie là. Et puis il faut un élargissement récemment en Afrique du Sud de leur but. Et puis ils prennent l'Égypte ici, ils prennent l'Éthiopie là, et puis l'Afrique du Sud est là. Sur 15 BRICS, il n'y a que l'Argentine et le Brésil qui sont quelque part là-bas. Les Émirats arabes unis sont là. Sur 15 BRICS, on a 9, 8 qui se trouvent dans cette zone. Et ce ne sont pas des petites zones, ce ne sont pas des petites économies. Les gars, ils sont riches, ils sont nombreux, ils produisent, ils ont de grosses réserves de matières premières et de terres rares. C'est la connexion qui fait ça. Ils ont de grosses réserves de matières premières et de terres rares, aussi bien ceux-là que ceux-là. Et puis l'Inde est ici à la pointe, parce que ça converge là, ça converge ici. Et puis l'Inde se trouve à la pointe là, et puis il y a l'Australie, et puis nous, on est là. Alors, il y a ce grand M là que vous voyez, qui fait ça. Et si les 5, 6, 10, 15 prochaines années se jouaient autour de cet océan Indien? Et si les plus grosses importations, les plus grosses exportations, les marchés de capitaux, les marchés financiers, les investissements se déroulaient dans cette zone-là? Et en plus, ils se lèvent, ils disent qu'eux, ils ne veulent plus du SWIFT, là, parce que contrôlés par Wall Street, le trésor américain, ils vont créer leur propre système de transactions, d'information des transactions financières. Si c'était le cas, si cette hypothèse-là était acceptée, alors nous, on est ici. Et les gars, ils vont faire l'histoire là. Il y a quelques années, on pensait que ça allait se passer de l'autre côté là-bas, entre la Californie et la Chine. Mais bon, le hasard de l'histoire fait que ça y est là. Vous avez le Japon qui n'est pas loin, la Corée du Sud qui n'est pas loin, l'Australie qui n'est pas loin. Et puis tout le monde découvre que... Et nous, on a quand même cette façade-là. Est-ce que c'est par hasard qu'au BRICS en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud était déjà là, les gens ont choisi l'Égypte et ceux. C'est pas par hasard, il y en a 3 là. C'est, à mon avis, quelque chose va se jouer là. Et nous sommes ici. Le problème, c'est comment faire pour, si cette amitié-là, on pense qu'après 60 ans, l'histoire et tout ça, ça n'a pas donné ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'est pas temps, est-ce qu'il n'est pas intéressant qu'on s'organise, qu'on réfléchisse, qu'on regarde le continent africain, et puis ceux-là, ils sont là, ce sont des partenaires, il n'y a pas de problème. On a une longue histoire avec eux, mais que nous, comme Alliance construit, cette histoire-là était quasiment involontaire. C'était de la souveraineté, du manque de souveraineté involontaire. Mais peut-être qu'ici, là, comme dit Sampana, on peut volontairement choisir de céder une part de souveraineté
Nigeria, Tchad, Soudan, Éthiopie, Kenya, et puis orienter une partie de plus en plus c'est eux qui achètent des matières premières, de plus en plus c'est eux qui financent les investissements, les routes, les ponts, les écoles, de plus en plus c'est eux qui protègent certains pays en crise. Peut-être que ce serait bien de commencer à regarder du côté où le soleil se lève. Et si on le fait, je reviens là-dessus, ce grand thème ici, là, si on le fait, c'est, Bravo l'a dit, prof, c'est de la souveraineté relative. L'extérieur est une contrainte pour toutes les économies du monde. On appelle ça d'ailleurs la contrainte extérieure. À partir du moment où vous exportez ou vous importez, il n'y a rien à faire, vous dépendez des autres. Mais dépendance ne signifie pas soumission. Ça dit échange gagnant-gagnant. Et donc, peut-être qu'on peut commencer à regarder cela. Bon, pour les 4 États concernés, je ne vais pas insister. Capo a expliqué les différents cas. Mais si cet État décidait de créer une fédération à 4, Guinée, Mali, Burkina, Niger. Si ces pays laissaient tomber l'histoire des critères de convergence et tout ça, puis se disait on y va, ça dépendra des gouvernements et puis des peurs. Voilà, les Américains l'ont fait. Si vous lisez la déclaration d'indépendance des premières colonies indépendantes américaines, ils ont bien écrit au roi anglais, notre histoire là est faite de Dieu, on est fatigué maintenant, on va se débrouiller et laissez-nous tranquilles. Et puis à partir de là, ils se sont mis ensemble, les 13, et puis c'était des pays, on ne va pas créer des petits pays entre nous, on va créer une sorte d'État. Il y a un gouvernement unique pour nous. Les États seront représentés par une chambre et les peuples seront représentés par une autre chambre. Chaque État a son gouvernement, a son parlement local, et puis au niveau fédéral, nous on s'occupe de la défense des frontières. Les 4 pays, la carte qu'on a tracée tout à l'heure, si ces 4 pays sont ensemble, au lieu que le Burkina, le Mali se battent comme des terroristes, des djihadistes à l'intérieur, toutes les forces des 4 pays se concentrent sur la défense. Ça fait beaucoup plus que 4 armées différentes, c'est une grosse armée de 4 ou 4 pays. On connaît les frontières et on sait que tous ceux qui sont en armes illégalement à l'intérieur ne doivent pas l'être et on se concentre sur ceux qu'on les pousse, ils sortent. Mais chaque président doit accepter de ne plus être le seigneur sur cette terre, mais d'être simplement un gouverneur local, un chef d'un État. Beaucoup ne s'imaginent pas, mais les 50 États américains ont tous des chefs d'État. Ces États ont proclamé leur indépendance à un moment et puis ont adhéré aux États-Unis d'Amérique. La Californie, le Nevada, le Texas. Mais quand on est loin, on ne connaît que Joe Biden. Mais à l'intérieur, ils ont leur assemblée, leur parlement locaux, ils ont leur police locale, et puis, mais nous, on ne connaît que le FBI. Mais ça suppose que nous acceptions cela. Mais est-ce que nos chefs d'État sont capables d'accepter le syndrome du tapis rouge? C'est assez puissant. Est-ce que si on le fait, alors là, la question monétaire, on crée la monnaie, non pas pour le Burkina seulement, non pas pour le Mali, mais pour Burkina, Mali, Guinée, Niger. Le territoire est plus grand, l'armée s'occupe de la défense des frontières, les gouvernements locaux ont leur agenda et puis le gouvernement fédéral se charge de piloter, mais ça suppose qu'on change complètement la façon de gérer. Le tribalisme, les distinctions religieuses, régionales, là, on donne un nom. Si on fait ça, la monnaie,
les gens qui ont l'écho ou les autres CFA vont courir pour entrer même parce qu'ils verront que là, si on ne peut pas le faire, il ne faut pas qu'on se fatigue, chacun n'a qu'à créer sa monnaie. Ça marche en Afrique, là, le CFA c'est 8 pays chez nous ici, et puis 6 en Afrique centrale. Mais tous les autres pays africains, là, ils ont leur monnaie. L'Égypte, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, tous les pays que vous connaissez, le Ghana. Et puis, on dit, oh, ça ne marche pas bien, il y a trop d'inflation. Mais bon, les gars, ils sont déjà, c'est leur monnaie. C'est leur monnaie. Et on dit que la monnaie est faible. Oui, mais le prof l'a dit. La monnaie est faible. La monnaie, ce n'est pas une affaire de virilité. Les Chinois actuellement, là, tous les gens sont en train de leur dire votre monnaie est trop faible. Mais la situation est telle que si on fait ça trop fort, on ne pourra pas vendre dehors. Si on fait ça petit comme ça, c'est ce qui est bon pour nous. Les Européens, eux, ils ont une monnaie forte, mais la Grèce souffre. Et puis tout le monde se plaint de l'Allemagne, d'où la montée des souverainistes là-bas qui disent que l'euro c'est fini, il faut en terminer, il faut finir avec l'euro, il y en a marre avec l'euro. Pourtant elle est forte. Et puis nous on est contents qu'on a aligné sur l'euro. C'est-à-dire que l'Allemagne a Siemens, Mercedes, BMW, et nous on a l'équivalent du Deutschmark, donc de l'euro chez nous ici. On a le coton, l'arachide, on ne transforme même pas sur place, on prend plus, on envoie, et puis on s'est dit oui, notre monnaie est forte. Vous regardez les rapports de la BCAO, l'appréciation du CFA, vraiment, quand vous ne comprenez pas, vous regardez vraiment le top, on a la monnaie la plus forte par rapport au Talassi, au City, à la Léon, mais en réalité, ça nous permet de faire venir les marchandises des autres et de les bien fabriquer chez nous parce que le riz local vendu sur nos marchés, produit par nos parents, coûte beaucoup plus cher que le riz importé. Bon, et puis après, il suffit qu'un seul de ces pays, vous avez vu avec l'Ukraine, une guerre, et le blé ne sort plus, et puis c'est nos chefs d'État qui coupent les parents. Alors que la monnaie est telle que ça nous entraîne dans des... Et si chacun crée sa monnaie, alors il faut des taux de change flexibles. Parce que la parité fixe, c'est bon, mais ça vous demande de chercher à accumuler des quantités importantes de devises. Parce qu'à un moment donné, si vous achetez dehors là-bas, il faut payer en devises. Comme la parité est fixe, si vous n'avez pas suffisamment de devises, que vous ne pouvez pas payer des problèmes. Alors que, avec la parité flexible, votre économie est faible. Si vous voulez acheter beaucoup, votre monnaie va tomber. Parce que votre économie est faible. Si vous faites la monnaie forte aussi, vous ne pouvez pas. Et à chaque jour, et c'est des monnaies flottantes, c'est la règle mondiale. Que ce soit entre l'Europe et l'Amérique, que ce soit entre l'Asie et l'Amérique, les monnaies bougent tout le temps, et puis ça crée des emplois gigantesques, parce qu'il y en a qui font des études juste pour faire des arbitrages entre les monnaies. Ils achètent, ils vendent, vous commandez du riz en dollars, vous vendez au Burkinabé, lui commande selon le cours du dollar, selon le prix du riz, les coûts de transport, et puis ils se font énormément d'argent là-dedans. Les banques qui ont de l'argent, ou même la banque centrale, il y a une ligne spéciale, c'est le bénéfice financier. Il y a le bénéfice qu'on fait avec le travail habituel, et puis l'argent qu'on place sur ces cas-là, en dollars, en yens, en yuan, les différences. C'est vrai que parfois, quand vous regardez les cotations, c'était 30,33 à 10 heures, maintenant c'est 11,34. Oh, ça n'a pas beaucoup changé. Sur 1 dollar, ça n'a pas changé. Sur 5 millions de dollars, vous êtes riche.
Les gens regardent $1, c'est de faibles fluctuations, c'est pas important. Mais quand ils font leur calcul, ils ne s'arrêtent pas 2 chiffres derrière la virgule. Ils vont jusqu'à loin à passer chaque chiffre derrière la virgule, multiplié par le nombre de transactions, c'est beaucoup d'argent. Alors nous, on se dit, oh, arrondissons. On n'arrondit pas. Et c'est ce qui va créer des marchés financiers régionaux, puisque vous avez différentes monnaies. Et ces monnaies vont, c'est vrai que ça va faire beaucoup de transactions, mais ça crée du boulot pour les gens. Le Burkina vend au Niger, le Niger achète pour la Guinée. Dans différentes monnaies, il y a une place où ces monnaies vont s'acheter et se vendre. Ça se fait actuellement quand vous allez à la frontière Niger-Nigeria, Burkina-Niger. Il y a des gens là-bas, vous trouvez un boubou. Vous pensez que lui là, vraiment, si je pouvais lui donner un bon boubou, ça allait lui plaire. Mais vous allez lui présenter $50 000, si c'est pourquoi il y a un naira. Il sort son boubou et puis vous sort le naira. C'est le marché de change. Et le coût n'est jamais fixe. Si à 10 heures il vous a vendu un prix, si vous revenez à 14 heures, à 10 heures c'était ça maintenant. Mais ce travail-là peut se faire de façon formelle, de façon professionnelle. Et ceux qui sont formés pour le faire, c'est eux qui font Wall Street. C'est eux qui font la City. Ils sont allés, ils sont en costume, cravate, ils achètent, ils vendent, et puis ces petits calculs-là, ils le font, ils gagnent beaucoup d'argent et ça garantit la stabilité de la monnaie parce qu'on n'a plus besoin d'avoir de stock important de devises, les prix s'ajustent. Il n'y en a pas, le prix augmente. Il y en a trop, le prix diminue. Donc vous devez vous battre pour qu'il n'y ait pas ni trop ni moins. Et pour le faire, c'est les déficits. Kako l'a dit, les États font de la monnaie pour investir, mais si vous faites trop de monnaie, c'est les prix qui vont prendre le coup. Si vous ne voulez pas que cela arrive, ne faites pas trop de déficits. Parce que le déficit, c'est les dépassements budgétaires. Vous, à la sueur de votre front, vous avez 1000 francs, mais vous voulez dépenser que 1000. Les 1000 supplémentaires, vous augmentez les impôts sur vos populations, les gens se fâchent, pour ça diminue leurs revenus, ou vous allez chercher de l'argent ailleurs pour compléter, c'est la dette. Donc si vous faites des déficits internes, la dette augmente. Le déficit, c'est le flux, l'eau qui descend toujours dans le bocal. Chaque année, on doit, le déficit ne doit pas dépasser, ici en haut, c'est 2-3%, c'est pas beaucoup. Mais la bouteille tombe là, on dit qu'il ne faut pas dépasser 3 km à l'heure, mais la quantité d'eau qui se trouve dans le seau là, ça c'est la dette. Donc petit, et puis après on regarde le stock de la dette, c'est élevé. Pour sortir de là, pour ces marchés financiers, les 4 pays seraient obligés de créer de nouveaux produits financiers. Chaque fois que je dis ça, on dit ouais, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de société, on va faire comment? Mais on est assis sur une terre riche, avec des populations sur cette terre, mais aucune de ces populations n'a professeur de titre foncier. Et le papier de la terre, on ne donne pas de papier foncier à nos parents. La terre c'est pour l'État, ou même quand ce n'est pas pour l'État, le vieux il a son champ, il n'a pas de papier. Or, le titre foncier sur la terre, c'est un produit financier. C'est un titre où l'État dit que M. Ouedraogo est propriétaire à Koudougou de 10 hectares de terre. Il a un papier. Ce papier a une valeur, c'est la valeur de la terre. Valeur immobilière, on peut construire là-dessus, on peut faire un champ là-dessus, on peut faire un terrain de sport, on peut faire ce qu'on veut là-dessus. Et si M. Ouedraogo veut investir, mais il n'a pas d'argent, ce papier qu'on lui a donné pour la terre que ses parents lui ont laissé, s'il va avec ce papier chez le banquier pour prendre un crédit, le premier réflexe du banquier, c'est votre garantie. Votre position, c'est quoi? J'ai 10 hectares de terre là. Si la valeur de ces 10 hectares fait
2 millions, et que le banquier est de bonne humeur ce jour-là avec une bonne porte à nous, il me fera peut-être 500 000 francs de crédit, et puis il prend votre papier là en garantie. Vous êtes réputé pauvre, mais vous êtes assis sur un patrimoine que nous-mêmes nous avons décidé d'évaluer à 0 francs. La terre d'Afrique noire, dans le produit, dans la richesse nationale, rentre pour 0 francs. Sur nos pays, là, il y a 3, 4, 5%, 6% de terres seulement immatriculées. Et quand nous-mêmes on achète des terrains, c'est des terres, il suffit de faire les papiers, c'est nous. Mais pour les parents, c'est pas grave. Et donc il y a ce problème de cadastrage, il y a des géomètres dans nos pays, il y a des ordres de géomètres d'ailleurs dans tous nos pays. Si on les appelle et puis on dit, bon, voilà le territoire des 4 pays, voilà les populations, faites le tour de tous les villages, cadastrez toutes les terres, et puis aux magistrats, notaires, avocats, au ministère, fabriquer les titres fonciers pour leur donner. Vous créez de nouveaux produits financiers qui vont créer avec un marché hypothécaire, et ce marché hypothécaire, c'est ça qui va faire sortir les financiers, ceux qui prennent ça. Il y a une grosse différence entre le financier et le banquier, mais nous on connaît plus le banquier. Or, quand vous allez chez le banquier, vous dites, bon, j'ai besoin de construire une maison, de créer une société, ça fait 100 francs. Il va vous demander, c'est un prêt que vous prenez que vous devez rembourser. Il va vous demander des garanties, une caution, quelqu'un pour vous avaliser, l'ouverture d'un compte chez lui, le dépôt de quelque chose de votre part, et puis après, il vous prête l'argent. Le financier, c'est 100 francs votre projet, d'accord. Il va chercher 10 personnes qui viendront avec 10 francs. Et puis, vous avez vos 100 francs. Le projet, c'est pour vous 10. Et puis, personne ne doit personne à quelqu'un. Il n'y a pas un remboursement à faire, mais le projet est réalisé. Et nos lois là sont adoptées dans l'OHADA, les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité. Tout est là juridiquement, mais il faut simplement passer à l'application, donner la possibilité aux gens. Si on le fait, le cadastrage, on a les titres fonciers, l'aide publique, on en a parlé, et puis tous ceux qui revendiquent sur le continent cette vision panafricaine, à mon avis, elle n'est pas complète parce qu'il manque encore l'objectif explicite. On veut faire quelque chose pour toute l'Afrique en même temps, mais on fait quoi? Est-ce que ça va dans tous les sens ou est-ce que c'est quelque chose de précis qu'on cherche? Si c'est quelque chose de précis qu'on cherche, à mon avis, la première denrée qui manque chez nous, là, c'est vraiment la liberté. Et la liberté pour l'économie, la liberté pour la population, la liberté pour la propriété. Si le panafricanisme pouvait s'inscrire dans la libre Afrique, on cherche tous à libérer l'Afrique, et puis il y en a qui veulent le faire pour tout le continent qui sont panafricains, il y en a qui veulent le faire pour 4 pays qui sont libres africains, il y en a qui veulent le faire pour un pays, mais au moins on a quelque chose de clair pour nos républiques. Pour la sortie, moi je pense que les 4 pays pourraient sortir. L'article 36 là, du traité dit vous pouvez le faire, il faut juste prendre les dispositions. Vous avez 180 jours, ça fait 6 mois. Mais si vous négociez, on peut même raccourcir les 6 mois pour organiser la sortie. Et puis, c'est les contrats. Il faut juste trouver de bons juristes qui vont... Ça ne se fait pas avec la guerre, hein. Ce n'est pas les palabres, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les meetings pour chauffer les gens. C'est un travail de professionnel. Vous avez signé des contrats, vous êtes engagé, vous n'êtes plus content, vous voulez sortir, et vous y allez. Et puis, vous sortez des accords de coopération, vous sortez des traités de l'UMOA, vous sortez de la Banque centrale, vous sortez du franc CFA, la convention du compte d'opération, et puis pendant que vous, les avocats font tout ce tour, vous commencez à créer votre monnaie. Sans parler, parce que ça demande
du travail sérieux. Mais après 60 ans de mariage, quand on veut se séparer, il faut quand même qu'on fasse le point des biens acquis pendant les 60 ans. Il faut qu'on fasse l'inventaire. Et l'audit juridique des accords devrait être nécessaire. Qui a eu quoi? Qui a fait quoi? Qui a quelque chose où? Et les juristes savent faire ça, les économistes savent faire auditer les accords. Et puis, s'il y avait des accords où on ne s'entend pas, il y a une cour de justice à La Haye. C'est vrai que nous, on connaît plus la cour pénale, la CPI, mais là, il y a la CIJ, la Cour internationale de justice, dont la fonction, c'est de régler les conflits entre les nations. Et vous avez des traités, des conventions, des accords, vous ne vous entendez pas là-dessus, vous allez là-bas avec vos avocats, on discute et on tranche. Vous trouvez des avocats pour le faire, il faut trouver de bons cabinets d'avocats dans chacun des pays. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir, parce que souvent le problème africain, quand on va dans les négociations, pour des contrats sérieux sur l'or, le manganèse, le pétrole, on vide le ministère. Les gens ils s'en vont, soit 5, 6. Et puis, parfois, ceux qui connaissent les dossiers, même, c'est pas ceux qui... Vous allez au Samba à Bruxelles, on va voir des gens qui, pour l'or, ah bon, d'accord, pardon, mettez mon nom. Et puis, une fois arrivé, pendant que les discussions ont lieu, les bonhommes sont dans les rues là-bas en train d'acheter des chaussures, les autres viennent avec des spécialistes de tout gros 30-40, ils étudient les dossiers, ils peaufinent, et puis quand on dit c'est très non, vous avez signé, oui c'est bon, et puis après on se plaint qu'on s'est fait avoir. On ne prend pas forcément des gens qui s'y connaissent, quand on arrive, on n'est pas forcément là où la décision se prend, et puis quand c'est fini, on arrive, c'est trop tard. Alors, il faut trouver vraiment des spécialistes pour aller faire ce travail-là. Sans faire le parade, quoi. Il faut simplement préciser, les chefs d'État précisent la mission. Et puis, pour la nouvelle monnaie, on choisit le nom. Ce n'est pas un processus qui s'est créé, ce n'est pas un décret qui fait ça d'un seul coup. On choisit le nom de la monnaie. On choisit les coupures, le dessin du billet. Est-ce qu'on fait, là nous on fonctionne en CFA, en 5 francs, 10 francs, 15 francs. Est-ce qu'on va faire à 1, si c'est wari ou bien un wari, 2 wari, 3 wari, et puis les wari, est-ce qu'on fait en jeton, est-ce qu'on fait en billet. Il y a des gens qui sont formés pour ça, ils savent le faire, c'est leur travail. Il y en a qui sont actuellement à la Banque centrale ici, il y en a qui sont à Dakar. Bon, puisque vous les rappelez, vous les mettez au boulot, et puis vous prenez les textes qu'il faut, nécessairement vous êtes à 4, c'est ce qui manque à la CEDEAO, c'est pour ça que ce n'est pas crédible. Si vous êtes à 4, vous créez une monnaie, il faut déjà un traité qui crée l'union monétaire. Dans la CEDEAO, on en parle, les gars ne nous ont pas encore donné un traité. Et ils prennent des décisions à chaque sommet, mais un traité avec des contours. Une fois que le traité est là, la monnaie qui va être créée, il y a une banque centrale qui va la gérer. Il faut créer les statuts, il faut écrire les statuts de la banque centrale. Nous, on n'a pas ça, on dit simplement qu'on va le faire. Et si les statuts de la banque centrale sont dans les statuts, on va préciser le nom de la monnaie, les types de coupures, les réserves qu'on garde où, on les gère comment, et tout ça devrait être fait pendant que les avocats sont en train de discuter là-bas. Et puis le personnel, ça, je pense que les 4 pays allemands, tous ces jeunes cadres, du chauffeur, gardien, jusqu'à l'ingénieur financier, nos pays là non. S'ils ne sont pas ici, ils sont à Dakar, à la BCAO, ou bien ils sont profs quelque part au Canada, en Suisse, aux États-Unis. Si on lance un appel d'offres, ils vont venir. Et puis, ensuite, il faut décider les nouveaux billets qu'on fait. Alors qu'on a le CFA, les gens vont jeter leur CFA un matin,
et puis on leur donne le nouveau billet. Entre le CFA qui vont jeter le nouveau billet, c'est quelle équivalence? On ne va pas chercher de palabres, on dit c'est 1 contre 1. Un wari égale 1 CFA. Donc vous venez avec 10 wari, on vous donne 10 CFA, et on retire, et après on verra. Donc on retire les anciens billets, entre-temps, sur des panneaux, on a affiché partout dans les 4 pays que on est en septembre, fin septembre, vos billets de CFA vont disparaître en faveur du wari. Habitué voit l'image, et puis on retire les CFA, on met les wari. Il y a toujours des rédacteurs, d'autres qui ont caché l'argent dans les Canaries, d'autres qui ont ça dans les Canaries, ils seront toujours en retard, mais on remplace tout ça. Et puis, les banquiers, où on fabrique la monnaie, le débat va se faire. Certains pensent qu'il faut des imprimeries, et il faut des imprimeries dans le pays pour fabriquer. D'autres se disent, si on peut fabriquer dehors là-bas, c'est bon. Et vous savez, dans la fabrication de la monnaie, il y a ce qu'on appelle le seigneuriage. Quand vous avez un billet de 10 000, un billet de 5 000, vous avez des associations. Avec des cartes de membres. Vous allez à l'imprimerie, on fait votre carte de membre, la carte de professeur de l'université, et l'imprimeur fait la carte à 50 francs, mais quand l'enseignant adhère, vous écrivez dessus 10 000 francs, droit d'adhésion. Quand il adhère, vous mettez sa photo, il paye 10 000, vous lui donnez la carte. Mais la carte elle-même, vous l'avez fabriquée à 50 francs. La différence entre les 50 francs, le coût de production de la carte, et les 10 000, la valeur qui est marquée à la face, ça c'est votre bénéfice. Et ceux qui fabriquent, les banquiers centraux, quand ils sortent l'imprimerie avec le papier, la valeur qui est marquée dessus, et puis il y a le prix du billet à l'imprimerie. La différence là, c'est le seigneuriage, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si vous gérez ça bien, si vous ne faites pas de déficit gratuitement, si vous ne voulez pas l'argent, si, c'est vrai, le président peut appeler un jour le ministre des Finances, le directeur de la Banque centrale, qui est des questions. Il y a 3 milliards. Ah, Madame Betala, Palestine, milliard, quelle est la madame? Et puis, le président appelle et puis on prend de l'argent comme ça, cash, dans un sac qu'on vient lui donner. S'ils font ça, terminer, la monnaie va, c'est mort. Et l'inflation, et les déficits, et tout va être mélangé. Mais s'il n'y a pas de déficit, qu'il n'y a pas de détournement, que chacun fait son boulot correctement, le fonctionnaire, le douanier, le fonctionnaire des impôts, si chacun de nous fait son boulot correctement, serré, on ne sera pas tous riches d'un coup, mais on va construire les bases d'une économie solide, fondée. Les 4 pays en question là sont réputés être les plus pauvres du monde. Si c'était vrai, pourquoi tous les grands pays du monde sont au chevet des 4 en train de dire c'est pour moi, je ne vais pas, je ne vais pas. Si c'était vrai, personne ne dit laissez-les. Moi, je suis là, je ne bouge pas. C'est que ce qu'on vous dit n'est pas vrai, sauf que la richesse en question, vous l'avez valorisée pour 0. Le sol et le sous-sol, c'est tout ce qu'on a comme base. Tant que c'est valorisé en comptabilité nationale 0, bon, mais si on valorise ces éléments-là et puis on se met à gérer correctement, vous allez voir l'épargne augmenter et vous allez voir les déficits baisser, mais c'est nous-mêmes on va changer complètement. Devenir sérieux, faire des écoles, former des gens, des spécialistes, et ça ne va pas mettre 20 ans. Et en Europe de l'Est, dès qu'ils ont fait les bonnes réformes, dans les pays communistes d'Europe de l'Est, ceux qui ont vécu là-bas, même les salons de coiffure là étaient propriété de l'État communiste. Mais depuis 1989, ils ont dit que ce n'est pas à l'État de faire des salons, ils ont pris
privatisé, ils ont donné, ils ont vendu. Et puis les gars se sont concentrés sur ce que l'État doit faire. Et puis aujourd'hui, là, eux, là-bas, ils ne se demandent plus la démocratie, c'est quoi, le coup d'État, c'est quoi, les partis politiques, ah non, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, nous, si on veut, ils ont dépassé cela. Nous, on est encore en train de traîner, c'est assez difficile. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un chef d'État ou des chefs d'État pour dénoncer, parce qu'un ministre ne le peut pas, un ambassadeur ne le peut pas, il faut un chef d'État pour dire on n'est plus d'accord. Et 4 chefs d'État se réunissent, disent on n'est plus d'accord et engagent les procédures conformément au texte. La nouvelle monnaie qui vient, si on dit c'est un CFA égale un Wari nouveau, mais le CFA, enfin le Wari nouveau par rapport au Naira, par rapport au dollar, par rapport au yen, au yuan, tout à l'heure, prenez un panier de monnaie en fonction de là où vous vendez le plus et ceux sur lesquels vous achetez le plus, vous voyez le poids et puis vous calibrez la valeur de la monnaie en fonction de ce poids-là. Les gens sont allés à l'école, ils savent le faire, il faut leur faire confiance, simplement leur donner le travail. Ils vont le faire et avec nous c'est dollar, euro, les Chinois yuan, les Anglais parce qu'il y a la City là-bas et puis les grandes banques le pound. Et puis je pense que si le Nigeria à côté, parce que quand on monte au Niger là, des deux côtés de la frontière, beaucoup de transactions entre Niger et Nigeria. Et puis on a une valeur internationale de la monnaie, mais comme la parité est fixe, la parité est flexible du moins, ça pourra marcher. Si vous faites une parité fixe, c'est le problème. Vraiment le déficit, la dette, ça fait que ce que je dis là ne veut pas dire que c'est totalement facile de le faire. Il va y avoir des conséquences. Et bon, ces conséquences-là aussi, c'est ça la souveraineté. Hein. Il y a la souveraineté d'un côté, l'autre pendant, c'est la responsabilité. Vous ne pouvez plus dire, on va appeler les experts de la Banque mondiale pour venir faire ça pour nous. On va appeler le Quai d'Orsay pour envoyer quelqu'un faire ça pour nous. Et la Commission européenne venez nous aider dans cette terminé. Vous-même, vous allez faire ça ici. Et là, la dette va prendre du poids, mais c'est gérable. C'est gérable, il y a les impôts, il y a les nouveaux titres fonciers, les titres financiers, il y a les déficits. Si le déficit diminue, la dette diminue. Si les fonds sont orientés au bon endroit, c'est bon. Dans le premier temps, le taux de change va plonger et beaucoup de gens vont rentrer dans l'adversité. Vous avez vu, c'est arrivé à Sékou Touré, c'est arrivé au Mali, et puis c'est souvent eux qu'on nous donne « est-ce que vous faites ça? Vous êtes foutus, ça va pas marcher. » Mais la Mauritanie, à côté là, ils ont fait, il n'y a pas de problème. L'Algérie, c'est difficile, mais on s'ajuste progressivement. L'économie, c'est perpétuellement un ajustement. Hein. C'est pas une piscine, quoi. Vous savez, la calme, ça ne bouge pas. L'économie, ça bouge fort, c'est vraiment un océan. Golfe de Guinée, la vague, ça va, ça vient, ça boum, et il faut toujours se tenir là-dessus. Et si tout le monde s'active, il n'y a aucun problème. Pareil pour le taux de change, ça j'en ai parlé. Et puis, sur la croissance, ça va, dans un premier temps, si les investissements sont faits, si la répartition des revenus, si les gens commencent à ne plus exporter les matières brutes là et les gens viennent investir ici parce que votre monnaie est suffisamment attrayante. Je vais venir faire mon usine ici, transformer, faire de la valeur ajoutée. Donc l'investissement privé, je veux dire, augmente et les impôts sur ces investissements augmentent, l'État gagne de l'argent. Donc la sortie là a un coût, c'est pas cadeau. On va en baver, on va souffrir, mais au moins on le fait par dignité pour nous-mêmes, pour nos parents, et pas par contrainte, pas parce que quelqu'un nous a obligés. On nous a vendu les concepts d'émergence de professeur. En Asie, là-bas, on ne dit pas que les pays sont émergents, on dit que ce sont les marchés qui sont émergents. Et les pays ont fait émerger les marchés financiers. Mais nous, on a dit pays émergents.
il n'y a aucun marché financier. Et puis, c'est le marché financier qui peut émerger des transactions financières. Tous les pays, là où le soleil s'élève, là, on fait ça. Nous, c'est l'État qu'on veut, avec des fonds, des routes, des échangeurs, on va faire l'émergence. C'est l'émergence des marchés financiers. Et puis vraiment, les entreprises privées, et je vais finir là-dessus, qui se transforment dans ces 4 pays en instruments politique, méritent vraiment sanction. Vous êtes un entrepreneur privé, un pays vous a donné une licence pour exploiter une situation, une crise politique arrive, et puis vous vous levez, c'est vous qui êtes les premiers à sanctionner le pays. Ça vient de quel droit est-ce que Air France se permet de décider comme ça, alors qu'elle a des papiers, elle a un engagement de transport dans un créneau horaire, et puis elle décide de sanctionner, alors que c'est une entreprise privée, elle prend des sanctions contre des États. Elle est partie, quand elle va revenir, j'espère que les États lui imposeront aussi des mesures de sauvegarde. J'aurais été président de la République, professeur, je leur aurais demandé de déposer au Trésor public 1 an de chiffre d'affaires de garantie comme le jour où ils disent qu'ils ne tiennent plus, on prend nos impôts là-bas sur leur caution déposée. Ça ne fait pas bien, malheureusement. Voilà ce que je vous l'ai dit. Je n'ai peut-être pas répondu à la question, mais j'ai essayé de vous amener à réfléchir, puisque c'était la question quelle alternative reste à ces 4 pays, mais c'est valable pour les 15 pays de la CEDEAO. Merci bien.